Et on se retrouve pour parler du populisme. On va le faire à partir d'un passage de Pascal Perrineau à France Inter, il y a quelques semaines. Alors Pascal Perrineau, sondologue, toutologue, expert en tout, un peu tout. Et comme tout sondologue, il est évidemment spécialiste du populisme et il en voit partout. Des populismes de gauche, de droite, d'extrême droite, du centre. Et là on va voir comment on pose insidieusement une grille de lecture qui met la pensée comme sur des rails. On va essayer de pas se faire coincer. C'est d'autant plus difficile que tout n'est pas absolument faux. Pascal Perrineau, c'est pas un crétin, il a de la culture, il a même écrit le que sais-je sur le populisme. Je vais vous montrer d'abord un certain nombre d'approximations et d'erreurs, et ensuite je les expliquerai par le but idéologique qu'il vise, ou en tout cas qu'il sert. C'est quand même assez simpliste. C'est extrêmement simpliste. Et il y a aussi... Accrochez-vous, c'est parti pour une bonne rasade de pensée turbocentriste, turbo-raisonnable avec Pascal Perrineau. Le point commun, en effet, c'est une lecture particulière de la société. On considère que la société est divisée en deux blocs assez simples. Un bloc extrêmement important qui est le peuple. Alors ensuite, il y a différentes définitions, bien sûr, du peuple, face à eux, les gens d'en haut, les élites, etc. Bien d'accord, ça reste vague, mais au moins tout le monde est d'accord pour dire que le populisme, ça tourne autour de ça, d'une manière ou d'une autre, de l'opposition entre le peuple et ses élites. Mais il faut préciser sur quelle modalité le peuple s'oppose à ses élites. Et aussi comment on entend le peuple. Est-ce que c'est le peuple politique, l'ensemble des citoyens, ou est-ce que c'est le peuple social, au sens de la plèbe, au sens de ses moins bien lotis, ou même du plus grand nombre, mais qui n'a pas le pouvoir, par exemple ? Il y a un moyen pour en sortir. Il faut trouver un homme, une femme ayant un particulier charisme qui dit tout haut ce que le peuple dit tout bas. Alors ça va pas de soi quand on regarde les populismes historiques, parce que le populisme, avant d'être une catégorie fourre-tout utilisée comme ça à la radio, à la télé, c'est d'abord de véritables mouvements politiques, donc c'est un concept qui a une dignité politique. Et donc les populismes historiques, russes et américains, étaient farouchement opposés à la captation du pouvoir et à son incarnation. Le populisme russe fut éminemment polycéphale. Autrement dit, il fut représenté par tout un ensemble d'intellectuels, d'activistes, dont de nombreuses femmes qui luttaient pour l'émancipation sexuelle. Le populisme états-unien fut représenté par quelques grands intellectuels, là aussi, et à tour de rôle par tous les représentants des communautés et des coopératives paysannes. Donc ce fut pratiquement un mouvement sans leader. Par contre, évidemment, quand on va chercher dans le populisme latino-américain incarné par le péronisme, là oui, en effet, on a quelque chose comme un leader, c'est rien de le dire. Mais de même, l'hostilité à tout leadership était une caractéristique fondamentale de ce mouvement populiste contemporain que sont les Gilets jaunes. Mais Perrineau en a besoin pour faire apparaître le populisme comme un danger pour la démocratie, car il éloigne les citoyens de la délibération rationnelle. Le fait que Perrineau ne s'attarde pas sur ce populisme russe montre son empressement à en venir à l'idée que toute demande de transformation radicale de la démocratie est vouée à se ranger derrière un leader incarnant la majorité et méprisant les corps intermédiaires, les médias, les minorités. Bref, un leader antidémocratique. Et donc le populisme est un mouvement antidémocratique. Un Français sur 3 nous dit qu'au fond, un homme fort qui se passerait du Parlement et des élections, excusez-moi du peu, ce serait une bonne solution pour la France. Et qui se passerait peut-être aussi des médias. C'est extrêmement simpliste. Et il y a aussi Bolsonaro, l'Inde par Narendra Modi, Duterte aux Philippines. Les États-Unis ont été dirigés pendant un mandat présidentiel par un grand leader populiste. Mais la caractéristique commune à tous ces leaders, c'est tout simplement d'être franchement d'extrême droite. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a plusieurs populismes, largement en fonction des idéologies auxquelles ce style politique qu'est le populisme se rattache. Alors là, si c'est un style comme la démagogie, on va pouvoir le retrouver partout, greffé à différentes idéologies. Mais bon, s'il est partout, où est-il en particulier ? On peut avoir des populismes de gauche, des populismes de droite, des populismes d'extrême droite, des populismes du centre. Notons qu'il concède qu'il existerait un populisme centriste, qu'il va rapidement oublier, bien sûr, pour insister sur le fait qu'il y en a en fait à droite et à gauche. Comprenez bien le cheminement. D'abord, on n'identifie pas de contenu clair, on dit que c'est surtout un style. On peut donc l'avoir à droite comme à gauche. Puis, on va dire que les gauches révolutionnaires, comme les droites fascisantes, voulant transformer le système donc, sont au fond populistes, donc se ressemblent en un sens et se rejoignent. L'idée c'est que, dans la perception de tout un chacun, les différences seraient finalement peu de choses face au style antidémocratique commun. La conclusion c'est qu'il faut être raisonnable et se positionner au centre, évidemment, et Perrineau est au centre, ça va de soi.
Dans les exemples que vous avez évoqués tout à l'heure, il y a effectivement des nationalistes, il y a des racistes, il y a des démagogues, il y a des proto-fascistes. Mais justement, la force de ce terme dans ce nouveau paradigme a été en quelque sorte de liquider tous ces termes du débat public et aussi des sciences sociales et de recouvrir en fait tous ces termes qui disaient bien quelque chose d'un terme qui ne dit plus rien. De même, que tirer de... Quand les populistes sont intégrés au gouvernement, il faut avoir des politiques économiques, des politiques budgétaires. Il ne suffit pas de dire « il y a qu'à, faudrait ». On est confronté au principe de réalité. Le principe de plaisir doit céder devant le principe de réalité. Et parfois, il y a de fortes déceptions. Faire des promesses politiques mirobolantes et jouer la démagogie, c'est le sport le plus pratiqué dans la vie politique. En faire un élément central du populisme n'a pas grand intérêt. En tout cas, pas d'intérêt analytique. Populiste, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, la plupart de ceux qui utilisent, y compris de ceux qui utilisent ce mot-là en sciences politiques, disent très bien que c'est une notion qui ne sert à rien, qui ne dit rien du tout, qu'en fait on pourrait classer à peu près tous les politiciens actuels de populistes. Si on dit les populistes sont ceux qui sont démagogues, eh bien, bon, qui n'est pas démagogue? Je veux dire, Macron est un grand démagogue. Quand il s'agit par exemple de critiquer les soi-disant privilèges des fonctionnaires ou des cheminots, il fait de la démagogie anti-cheminots, anti-fonctionnaires. Si le critère pour être populiste, c'est d'opposer le peuple et les élites, eh bien, Fillon, par exemple, est un grand populiste. Aux dernières présidentielles, il n'a pas cessé de dire « moi, je serai jugé par le peuple, je ne veux pas être jugé par les médias, par la justice ». Par exemple, pour désigner la justification du contournement des corps intermédiaires, le terme illibéralisme ou démocratie illibérale, avec tous ses défauts, peut très bien faire l'affaire, car il ratisse moins large et n'a pas une histoire aussi lourde. En fait, je pense que Perrineau verse dans la populologie, au sens que le sociologue Federico Tarragoni donne à ce terme, c'est-à-dire l'ensemble des discours de commentateurs politiques, d'éditorialistes, de politistes, qui partent d'un jugement de valeur, positif, mais plus fréquemment négatif, sur le populisme et sur le rapport qu'il entretient avec la démocratie, avant de se demander ce qu'il est vraiment, d'un point de vue analytique, descriptif. L'opération fondamentale, c'est en fait de définir le populisme par un jugement de valeur, et puis de déduire de ce jugement de valeur la définition positive du populisme, c'est-à-dire ce qu'il est scientifiquement. Ce jugement de valeur, d'ailleurs, peut être vise la compatibilité ou non du populisme avec la démocratie. Pour sortir de la populologie et aborder la question du populisme avec, sinon une neutralité axiologique, du moins une certaine rigueur, Tarragoni propose une méthode. Partir des populismes historiques, que tout le monde, tous les chercheurs s'entendent à désigner comme populisme, et qui sont des mouvements qui ont eux-mêmes revendiqué le terme. Et ces trois expériences sont le narodnichesbo russe, le populisme russe du 19e siècle, le mouvement des fermiers ruinés aux États-Unis qui a donné lieu à un parti, le People's Party, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, et la tradition populiste en Amérique latine, c'est-à-dire les gouvernements nationaux populaires. Ce que j'ai fait n'a été rien d'autre que comparer rigoureusement et scientifiquement ces trois expériences sur lesquelles tout le monde est d'accord. On peut alors se donner un critère pour savoir si quelqu'un qui parle du populisme raconte n'importe quoi. Il faut lui demander comment il relie l'usage qu'il fait de ce terme aux références historiques des populismes russes et états-uniens. Ce que montre Tarragoni, c'est que c'est une opération qui permet par exemple de disqualifier tous ceux qui disent que le populisme est d'emblée antidémocratique, car le populisme a toujours été un mouvement d'institution ou de rétablissement de la démocratie dans un moment de crise. Dans la Russie tsariste ou dans les États-Unis de la fin du XIXe siècle, là où le capitalisme financier, les trusts, commencent à menacer la démocratie. C'est lui du People's Party. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mouvement de fermiers ruinés? Eh bien, il y a une contestation paysanne qui vise à se réapproprier les moyens de production, les ressources productives, et à construire ce qu'ils appellent une démocratie des producteurs, une république des producteurs, opposée à la république pourrie, dégénérés de Wall Street, des financiers, des oligopoles industriels et du capitalisme. Le peuple du populisme est l'ensemble de ceux qui ne veulent pas être dominés. Donc l'essence du populisme, c'est sa dimension anti-oligarchique. Le peuple ne s'oppose pas aux élites par anti-élitisme, mais en tant qu'elles sont en train de déposséder le peuple de son droit à gouverner.
Le peuple qui est mis en avant dans ces phases de crise de la démocratie, dans les 3 cas historiques, n'est rien d'autre qu'une plèbe démocratique qui est opposée aux élites qui sont en train de déposséder les gouvernements du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et cette plèbe démocratique doit en quelque sorte se réapproprier par le bas la démocratie. Pourtant, il évoque aussi en passant la déception face à une démocratie représentative. On se dit, mais cette démocratie ne représente pas suffisamment le peuple. Et à partir de ce manque, il y a toujours eu un courant populiste qui prétend qu'on pourrait mieux représenter le peuple. Et là, on rejoint le sens le plus proche de la tradition populiste. Mais là encore, il ne s'attarde pas. Il veut vite passer à son opposition entre populisme et démocratie. Le populisme russe repose au départ sur des jeunes gens issus de la noblesse et de l'intelligentsia, rejetant le tsarisme et la Russie impériale, et estimant avoir des devoirs à l'égard du petit peuple. Peuple entendu tout à la fois comme ensemble des catégories subalternes, paysans, femmes, prolétaires, que comme peuple-nation de Russie qui, comme d'autres nations européennes, veulent échapper à l'impérialisme. Il se représente un peuple écrasé par le féodalisme, mais source d'une possible régénération de la Russie. Il cherche à encourager l'auto-émancipation populaire en fraternisant avec la paysannerie. L'idée est d'entamer une transformation socialiste du pays sur la base de l'Obsina, la communauté agraire, et du Mir, l'assemblée villageoise. Pour les Narodniki, la Russie peut atteindre ce but sans passer par la phase de capitalisme et de démocratie bourgeoise que connaît l'Europe occidentale. Stratégie que critique vigoureusement Lénine. La répression étatique et les réticences paysannes mettront un terme à cette tentative. Beaucoup se tourneront vers le terrorisme. Le rapport entre populisme et démocratie doit être compris à partir du type de peuple qui est mobilisé dans le populisme. Le type de peuple qui est mobilisé dans le populisme, dans ces moments de crise de la démocratie représentative et libérale, ce n'est rien d'autre qu'une plèbe, ce n'est pas la nation. Il peut y avoir du national dans cette plèbe, mais c'est une acception très spécifique de la nation. Du coup, à partir de Tarragoni, je propose une définition. Les mots ont un sens. Le populisme est un phénomène politique apparaissant dans des moments de crise des institutions politiques et qui vise à créer les conditions de la démocratie ou à radicaliser des institutions démocratiques déjà présentes. Et, pour ce faire, mobilise le peuple contre les élites qui font obstacle à ces avancées démocratiques. On parle bien d'un moment politique et non d'un type de politique, pouvant par exemple donner un programme de gouvernement. Créer ou radicaliser la démocratie en mobilisant un démos, c'est-à-dire un peuple politique, et non pas en cherchant à régénérer un ethnos, un peuple ethnie ou un peuple culturel, comme voudrait le faire le fascisme par exemple. Enfin, la critique des élites est non pas menée en tant que telle, mais en tant qu'elle s'accapare le pouvoir. La difficulté, c'est que chacun de ces éléments peut offrir un point d'appui pour des forces autoritaires, nationalistes ou fascistes, qui chercheraient à détourner ces forces de transformation. Le populisme, c'est un bon marqueur pour jauger du déclin et de la bonne forme d'une démocratie. Ah oui, oui, oui. L'hypothèse démocratique est une hypothèse beaucoup plus faible qu'on veut bien le croire. Vous savez, on se dit, mais la démocratie, elle est de toute éternité. Tu parles? Pas du tout. On peut très bien connaître le retour de régimes autoritaires, on le voit tous les jours, j'allais dire même sur le continent européen. Bon voilà, là il quitte complètement le sol et inverse les causalités. Les populismes historiques visent en réalité à régénérer la démocratie. Ils apparaissent quand un système démocratique est en crise. Le populisme en ce sens est donc un symptôme que quelque chose dysfonctionne, et pas du tout un monstre qui vient menacer le système démocratique quand il fonctionne bien. Évidemment, la question est de savoir si c'est une force politique qui a les moyens de son ambition, c'est-à-dire qui peut réellement régénérer la démocratie. Alors on a vu les approximations de Perrineau, puis une pensée plus rigoureuse du populisme, qui du moins en restitue honnêtement les ambivalences, l'absence de stratégie politique sérieuse, la difficulté à penser l'hétérogénéité des intérêts, etc. C'est une question permanente qui est posée à la démocratie représentative, au fond, et qui pose la question de la place du peuple et des catégories populaires dans la démocratie. Perrineau n'ignore pas la plupart de ces éléments fondamentaux, mais il ne leur donne pas une place centrale dans sa réflexion. Il est pressé de construire un concept général et très large du populisme, dont les propriétés en feraient voir d'emblée le caractère antidémocratique. Voyons pour finir les conséquences politiques de la populologie centriste développée par Perrineau.
D'abord, la possibilité d'opérer un distinguo entre tout ce paquet populiste artificiellement créé et les quelques partis qui apparaîtront comme raisonnables, dignes d'être élus, au hasard LREM. Quand on regarde en détail tout de même les réponses des partis, j'allais dire, de l'arc démocratique traditionnel et celles des forces populistes ne sont pas tout à fait les mêmes. Ensuite, le fait de désigner le Rassemblement national et d'autres mouvements comme étant des partis ou mouvements populistes a pour effet de faire déteindre l'étiquette infamante du Rassemblement national sur tous les autres mouvements qu'on va désigner comme populistes, dans une logique de déshonneur par association. L'idée étant que si je vous dis par exemple que la France insoumise est une espèce de populisme, et que le Rassemblement national est une espèce de populisme, vous allez moins vous pencher sur les différences entre ces deux espèces d'un même genre, et vous allez plus retenir qu'ils appartiennent à un genre commun. Cette étiquette de populisme, non seulement elle ne dit rien en quelque sorte des projets politiques des uns et des autres, bon, elle est appliquée en général par exemple sur Mélenchon et Le Pen, mais qui ont des projets radicalement antagonistes, qui n'ont pas du tout les mêmes projets, ou aux États-Unis pour parler de Trump et de Bernie Sanders. Enfin, et ça c'est un véritable désastre politique, désigner le RN comme étant un parti populiste, c'est euphémiser la menace singulière qu'il représente. Ceux qui ont annoncé sur la scène européenne ce retour du populisme, c'est la France avec le Front National et l'Autriche avec le FPE. C'est un parti nationaliste, potentiellement fasciste. Il faut mesurer à quel point ça a facilité le travail du FN à partir des années 80 pour se respectabiliser. C'est beaucoup moins infamant, c'est beaucoup moins stigmatisant d'être qualifié de populiste dans l'espace public, dans l'espace politique, dans le débat public, que fasciste. En réalité, être qualifié de populiste par des gens qui soutiennent les politiques néolibérales comme la plupart des journalistes dominants, c'est plutôt très positif pour vous. Parce que vous allez pouvoir dire, oui, je suis populiste, je suis du côté du peuple, et vous êtes les élites. On le voit, la catégorie molle de populisme et son usage ultra répandu dans les médias a vraiment les pires effets politiques. Ceux qui ont changé d'une certaine manière les catégories à travers lesquelles on voit le FN, en passant de fascisme à populisme, ont facilité le boulot du FN pour se respectabiliser auprès de la population en disant oui, nous avons rompu avec le fascisme. Bon, effectivement, il y avait peut-être des fascistes au début de l'histoire du FN, mais aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir avec ça. Voilà, alors pour bien faire, il faudrait décrire plus longuement les populismes historiques qu'on a évoqués. Retenons simplement ce garde-fou proposé par Tarragoni. Quand on définit le populisme, toujours conserver un lien avec les populismes historiques. Sinon, autant employer d'autres termes. Illibéralisme, bonapartisme, nationalisme, fascisme, etc. Sans quoi on peut bien dire tout un tas de choses vraies, mais en les noyant sous la catégorie de populisme, on jette partout la confusion, et on ne voit plus la différence entre un parti politique d'extrême droite comme le RN, un parti populiste comme le mouvement 5 étoiles italien, et un mouvement populiste comme les Gilets jaunes. Savoir arrondir les angles. Dédiaboliser. Voilà, dédiaboliser. Restons attentifs, et à la prochaine fois.